Bienvenue à tous et à toutes, et oui c'est bien Monsieur Christie, et je vais vous présenter la tectonique des plaques, en tout cas un bilan de la tectonique des plaques pour mes chers quatrièmes. Alors les quatrièmes, j'ai un message un peu particulier par rapport aux autres classes, c'est que autant un cinquième aura peut-être 2 ans pour se remettre à rattraper certaines choses qu'il n'a pas fait, et quatrième, et l'année prochaine, vous savez qu'en troisième on va plus vite. Et si vous n'avez pas vu certaines choses, vous n'avez pas eu le temps de revoir ou voir, bah, par exemple sur ma chaîne, il y a une vidéo sur la nutrition des plantes, avec un beau schéma bilan sur la nutrition des plantes, et je vous conseille vivement, si vous avez le temps, de passer un petit tour sur les différentes vidéos sur ma chaîne, notamment en 5e et en 3e, pour soit prendre de l'avance, soit pour réfléchir un petit peu à ce que vous avez fait par le passé, puis si vous avez oublié certaines choses, voilà, de les rattraper. Voilà. Je suis pas en retard, je suis dans le bon rythme. On va parler après du système nerveux et des hormones. Puis si j'ai le temps, d'une ressource naturelle un peu particulière, l'uranium. Voilà, qui a des conséquences sur la santé. Alors, je vais commencer toujours par quelque chose qui me tient à cœur. Dans toutes mes vidéos, si vous avez remarqué, je dis que les connaissances scientifiques varient. Et il faut pas... ça, ce sont les connaissances en 2020. En 2019, un continent perdu a été retrouvé sous l'Europe, né il y a 240 millions d'années. Il s'appelle Great Adria et à la taille du Groenland. On pensait toujours qu'un continent, quand il rencontrait un autre continent, il y avait une collision, une chaîne de montagnes. Bah là, si vous voyez bien, vous lirez bien l'article, hein, qui est assez facile et accessible à lire, bah vous aurez cette explication de ce continent. Vous avez une carte, alors vous voyez au sud-ouest l'Afrique, au nord l'Eurasie. Vous voyez aussi Iberia, c'est l'Espagne, voilà. Et vous voyez que ce continent, il semblerait, est passé en dessous. Donc la taille quand même du Groenland, hein. Donc c'est pas négligeable comme ça. Je pense que ce qui reste, c'est l'Italie. Voilà, c'est ma supposition. Après, je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Puis le deuxième article de journal, c'est que la tectonique des plaques existait depuis plus de 3 milliards d'années. On pensait que c'était très récent, puisque la plupart des cartes sur la tectonique des plaques font apparaître la Pongée. Voilà, vous ferez une recherche si vous avez envie. Et vous voyez que le 28 avril 2020 à 14h34, il y a un article qui annonce que cette tectonique des plaques date de plus de 3 milliards d'années. Donc ne pensez pas que les sciences sont quelque chose de fixe. Il y a sans doute beaucoup de choses qu'on découvrira qui remettront en cause certaines choses, parfois, ou alors qu'on ne sait pas. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, on va commencer par Wegener, une théorie géniale. Alors Wegener, j'ai pas mis sa photo, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, c'était un climatologue, un géologue, et qui a mis en évidence une théorie qui était le déplacement des continents. Alors lui, il pensait que les continents flottaient, voilà, sur du magma. Bon, c'est comme un peu un bouchon sur de l'eau, mais la première idée était géniale. Alors ça vous paraît évident, si vous mettez l'Amérique du Sud et l'Afrique dans une planisphère, ça s'emboîte comme un puzzle, ça vous paraît évident aujourd'hui en 2020. Et pour tous les élèves que j'ai eu les 10 dernières années, ça vous paraît évident. Et à l'époque de Wegener, c'était pas évident. Les gens se posaient des questions, pensaient qu'il y avait des ponts, qu'il y avait des liens. Ils pensaient pas. Il a trouvé des arguments. Alors, c'est arguments version 4e. Hein. Des roches communes entre les deux qui ont plus de 2 milliards d'années, des structures géologiques qui se prolongeaient, des restes fossiles. Alors, autant certains fossiles pouvaient potentiellement traverser entre deux continents, autant certains qui se déplacent et qui ne sont pas aquatiques, ou certaines plantes, bah c'est impossible. Parce qu'il faut que les deux continents soient côte à côte pour que le pollen puisse passer d'un continent à un autre et qu'une plante se forme. Donc il avait vu ces 3 arguments, il y avait aussi d'autres arguments paléoclimatiques, et donc il y a eu l'idée très vite que c'était formé sur un super continent qu'on appelle la Pongée. Alors là, j'ai mis les noms des différents continents que vous connaissez pour avoir une petite idée. C'est très simplifié et ça pourrait un jour se changer. Notez quand même que l'Inde est accolée à l'Afrique. Parce que vous allez voir après que l'Inde va percuter l'Eurasie pour former l'Himalaya. Dans la fin de cette vidéo, bah là, pensez qu'au départ, à ça. Vous avez à peu près aussi une autre vision de ça. Ça s'est séparé, ce supercontinent, en 2 masses, l'Eurasie. Vous avez compris, hein, Amérique du Nord et Eurasie, et la partie sud qui est passée au Gondwana. Puis vous aviez toujours des océans, alors on appelle Tétis. Voilà. L'argument qui a démontré la dernière fois le déplacement des continents, c'est les satellites. Les satellites, on peut mesurer le déplacement de n'importe quel point sur Terre. Et donc vous avez compris qu'entre 2 points, il est très facile de mesurer et de voir que les continents se déplacent de quelques centimètres par an. Donc ça, c'est le dernier argument, on va dire, scientifique ultime,
qui a montré que les continents s'étaient bien déplacés. Alors les plaques tectoniques lithosphériques, je vais vous expliquer la structure des plaques tectoniques et comment on les a obtenues et pourquoi on parle de lithosphère. Ce sont des termes très scientifiques et assez compliqués que vous reverrez. C'est pour ça que j'aime pas ce chapitre, c'est parce qu'il est très abstrait, que vous en avez besoin uniquement si vous faites des études vraiment scientifiques, pour moi en filière scientifique pure. Alors là j'ai mis la répartition des volcans, c'est plus clair avec les répartitions des séismes, mais vous avez eu la carte. Si on s'amuse à tracer les points, vous allez voir que les plaques tectoniques vont apparaître. Les séismes et les volcans sont situés à des endroits aux limites de plaques, vraiment aux frontières des plaques. Et donc si on s'est amusé à relier ces points, comme vous l'avez fait normalement dans mon travail, vous avez vu 3 endroits où normalement il y a des séismes et des volcans. Au niveau des dorsales océaniques, si vous regardez l'océan Atlantique, il y a c'est ce qu'on appelle les dorsales océaniques. Au niveau des fosses océaniques, vous voyez des moins 7000, moins 6000, c'est en gros des zones profondes où il y a des séismes et des volcans. Et puis au niveau des chaînes de montagne, en orange, voilà, c'est ça, ou jaune, où vous avez des chaînes de montagne où il y a beaucoup de collisions. Et donc c'est ces 3 endroits vraiment très importants. Donc ça a donné comme image ce nom de ces plaques. Alors elles ne sont pas à connaître au collège. Au lycée, ouais, potentiellement, on pourrait peut-être vous les demander pour les plus grandes. Elles ont certains noms très originaux comme Nazca, Coco. Je vous ai donné les plus grandes, les plus connues dans mon cours de 4e parce que voilà, vous devez un peu les connaître. Sachez quand même que nous on fait partie d'une seule grande plaque, la plaque eurasienne, ce qui peut être important. Alors ça, ce document, il a dû vous poser problème. Au départ, vous voyez que les ondes sismiques augmentent, la vitesse des ondes sismiques, ça stagne et après ça diminue ou ça chute à partir de 100 ou 150 km. En réalité, les séismes permettent de voir la structure de la Terre. Si un séisme se propage, à chaque fois qu'il va rencontrer un nouveau milieu, de nouvelles roches, il va soit s'accélérer, les ondes vont soit s'accélérer, soit ralentir. C'est comme ça qu'on a vu la structure de la Terre, la tranche de Terre que vous avez faite. C'est grâce à ça, c'est grâce au séisme. Alors, je vous ai donné des noms de roches. Au départ, vous voyez, il y a un granit. Donc là, on parle de croûte continentale, lithosphère continentale. Vous avez une vitesse. Puis après, il y a un manteau supérieur. On va changer de roche. Donc, ça va être plus rigide. Et là, la vitesse va augmenter. Et puis après, elle va être peu rigide, la péridotite, et ça va diminuer. On va passer à la sténosphère. D'où la partie lithosphère qui est très rigide, et la partie moins rigide, la sténosphère. C'est grâce aux ondes sismiques qu'on s'est rendu compte de ça. Donc les plaques, c'est de la lithosphère très rigide, et la sténosphère en dessous est moins rigide. Elle est capable de fondre, de former du volcanisme, du magma et des volcans. Vous voyez la lithosphère océanique et la lithosphère continentale qui est beaucoup plus épaisse. Donc ça, c'est important. Vous avez dû faire un schéma à peu près équivalent à celui-là. En plus développé parce que j'avais trouvé ça, mais retenez que ce schéma-là est important pour les différentes structures. C'est que la lithosphère et la sténosphère, c'est un petit schéma très simplifié pour des 4e. Voilà. Maintenant, je ne vais pas en rajouter, c'est très simplifié. Voilà. Vous ne devez pas tout connaître, mais sachez plutôt que les plaques sont constituées par de la lithosphère et en dessous il y a de la sténosphère. La lithosphère est rigide et donc elles sont capables de se déplacer les unes par rapport aux autres. Le moteur de tout ça, je vous rappelle, l'énergie interne, certains vous l'avez vu, c'est les substances radioactives qui se transforment et qui libèrent cette énergie. Alors les zones de convergence et de divergence. Là, il va falloir, c'est sans doute la chose importante du cours et retenir parce que, voilà, il y a eu des sujets de brevet blanc l'année dernière où des gens sont tombés sur cette partie-là, zone de divergence et convergence. Faire des graphiques, ça c'est beaucoup moins rigolo, et trouver les différents éléments. Alors là, vous avez les plaques tectoniques, mais si vous regardez les chiffres, vous avez soit en bleu des zones de divergence, ça s'éloigne, et des zones où en rouge c'est de la convergence. Il ne peut pas y avoir que de la divergence partout, parce que sinon vous avez compris que la Terre s'agrandirait sans limite. Et donc vous pouvez voir où on est situé. Si par exemple vous êtes en France, vous voyez qu'on est au sud, on a une zone de convergence, et à l'ouest on a une zone de divergence. D'où potentiellement une partie sismique, notamment à cause des Alpes, des Pyrénées aussi, et de l'Espagne. Donc ça, il faut le retenir. Alors ça va correspondre à quoi? Les zones de convergence, ça va être les zones de subduction, collision, les chaînes de montagne. Les zones de divergence, c'est la dorsale océanique. Sachez qu'une dorsale océanique, c'est un volcan sous-marin. D'où l'aspect un peu fripé comme ça que vous voyez au-dessus. En haut, il y a le rift, et l'ensemble de ce volcan sous-marin forme la dorsale. Voilà, c'est à connaître. Donc la plupart des gens pensent que la plupart des volcans sont au Japon. Voilà. En réalité, la plupart des volcans qui fonctionnent en ce moment-là, quand je suis en train de vous parler, sont sous les océans.
c'est une dorsale. Voilà. Continuellement et régulièrement, il y a des basaltes, des roches volcaniques qui sont sur Internet. Basalte, pile ou lava, vous aurez des vidéos qui vous montreront ça. Donc, au niveau du rift et au niveau de la dorsale, il va y avoir une remontée de magma. Vous voyez que c'est au niveau de la sténosphère que ça se forme. Et ça s'écarte. Donc, il y a ouverture. En général, quand il va y avoir un volcanisme qui va apparaître à un endroit, souvent, ça va être, souvent, hein, pas toujours, ça va être souvent un écartement des plaques tectoniques. Il y a eu des volcans qui sont formés en masse dans l'Asie centrale. La deuxième zone où il va y avoir des éléments, c'est les zones de convergence, la zone de subduction. Alors, les scientifiques au niveau des fosses océaniques se sont rendus compte qu'il y avait plein de séismes et que ça formait une sorte d'élément oblique. Si on relie, ça fait comme si c'était une plaque qui plongeait sous une autre. En réalité, donc ça peut être en Amérique du Sud, au Japon, la lithosphère océanique, donc un océan, et ce qui est en dessous les roches, hein, la lithosphère océanique, va plonger en dessous d'un continent, et à la verticale de l'endroit où ça plonge, il va y avoir de très nombreux séismes, parce qu'il va y avoir un frottement terrible. Donc vous pouvez penser au Pérou, Himalaya, voilà, pas Himalaya, je dis une bêtise, Pérou, Japon, et puis à la verticale vous allez avoir aussi des volcans qui vont apparaître. Vous avez un autre schéma qui résume de façon très très simple, c'est quand deux océans, ça se produit aussi, la lithosphère océanique qui va aller sous une autre lithosphère océanique, ça arrive aussi également sur Terre, donc pensez à ça, d'accord ? Donc ça, c'était le premier cas de zone de convergence. Et puis après, il va y avoir le deuxième cas où il va y avoir les chaînes de montagnes. Alors, j'y tiens parce que c'était mon document d'appel. On a trouvé des fossiles d'ammonite, le document 6, en haut des montagnes. Et on se demandait, une ammonite, ça vit sous les océans. Ça a disparu, hein, mais ça vivait sous les océans. Donc forcément, on a dû supposer que cet océan a dû disparaître. Et qu'une partie de cet océan s'est retrouvée en haut de la montagne. C'était là l'idée, c'est l'histoire de la collision. Il existe aussi des roches océaniques qui étaient sous l'eau, qui sont apparues sous l'eau, qui se sont retrouvées aussi en haut de la montagne. Donc c'est très important de comprendre ça. Les premiers scientifiques, ça a beaucoup perturbé les premiers scientifiques dans l'Antiquité, de trouver des fossiles en haut d'une montagne, imaginez, à plus de 1500-1800 mètres, et puis de dire d'où ils viennent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Inde, que vous avez vu tout à l'heure au départ, qui était accolée à l'Afrique, s'est détachée de l'Afrique, est venue percuter l'Asie, l'Eurasie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il y a une subduction. Vous regardez les trois schémas, et à un moment donné, une partie de la lithosphère océanique s'est retrouvée piégée entre les deux structures roses de continents, et c'est pour ça qu'on a trouvé des fossiles et des roches. Voilà, l'explication est ça. Donc c'est ce qu'on appelle une collision. En général, quand deux continents se rencontrent, il n'y a pas l'un qui gagne par rapport à l'autre. Les deux vont rentrer en collision et former ça. Mais vous avez vu que récemment, on a vu un continent qui a disparu, en tout cas en partie. Ça va entraîner quoi? Des failles, le trait rouge, et des plis à droite du trait rouge. Vous avez carrément les roches. Imaginez une roche dure, solide, comme vous connaissez n'importe où dans votre jardin, des choses comme ça, capable qu'on la casse et qu'on la plie. Il faut avoir des forces énormes, et vous avez vu quand même la masse de roches. Donc pensez à ça, pensez que c'est des phénomènes violents, c'est pour ça qu'il y a des séismes, des éléments, c'est vraiment important. À gauche vous avez un pli, à droite vous avez une faille. J'ai voulu vraiment vous montrer ce que c'était les plis et les failles, parce que parler de tectonique des plaques sans parler de ça, ça me poserait problème. Donc vraiment, les conséquences de la rencontre de deux continents, c'est de la collision. Rencontre de deux continents, c'est de la collision. Vous pourriez faire un schéma bilan comme ça. Alors là, le schéma bilan, je vous laisse le choix. Là, c'est trois schémas. Vous voyez que là, c'est une zone de subduction. Voilà. Alors, il est très simplifié. Là, vous avez une dorsale, donc une zone d'écartement. Vous pensez à mettre des flèches. Et puis une zone où il y a une collision et des continents. Là, je ne dirais pas qu'il y a un schéma. Prenez votre schéma et faites celui qui vous parle le plus. Qui vous cause le plus. Peut-être que ce sera celui-là, voilà, en 3D ou en 2D. Il y a des élèves qui feront ce genre de schéma, voilà, avec plaque 1, plaque 2, volcan, plaque 3. Juste le basalte, c'est une roche volcanique dans le bleu là. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo. Vous voyez les séismes. Vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est que ça fasse un schéma qui vous corresponde et que vous comprenez, et que si un jour vous avez à réviser quelque chose comme ça, vous soyez pas étonné en disant hey, je suis perdu. Il y a en plus des simplifications, la profondeur est pas géniale. Là, c'est un schéma plus compliqué.
mais qui me paraît plus juste dans le global. Au milieu, vous avez la dorsale, donc une création d'océan. À gauche, vous avez une collision entre deux plaques, et vous avez en haut un océan. Et à droite, vous avez une zone de subduction avec remontée de magma, des sphères raciniques. Alors, les éléments qui sont en bas, c'est des mouvements de convection. C'est pas connaître en quatrième, mais c'est ce qui permet au magma de remonter de la profondeur. Donc voilà. Mais celui-là, ce schéma-là, pour moi, c'est le plus logique, le meilleur. Mais vous êtes en quatrième, vous avez le choix. Pensez à faire le schéma bilan qui vous correspond et qui vous aidera à retenir ce schéma-là. Prenez soin de vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je préfère faire ce genre de vidéo qu'une vidéoconférence, ou je pense qu'une vidéo YouTube, tout le monde y a accès. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez mon adresse mail via Gmail où vous pouvez poser des questions, ou Pronote, et j'essaye d'y répondre toujours. Ça va vous aider grandement pour le QCM. Prenez soin de vous, prenez soin des aides qui vous sont chères, et puis on se retrouve tout bientôt quand on pourra. Ciao ciao.